à regarder après minuit. Je te jure, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que je peux passer 1 heure sur mon téléphone à jouer à un jeu pour la gloire, alors que quelqu'un serait prêt à me payer pour faire exactement la même chose? Et c'est là que j'ai découvert Freecash. En gros, c'est une plateforme gratuite où tu gagnes de l'argent en jouant à des jeux, en répondant à des sondages ou en testant des applications. Rien de révolutionnaire sur le principe. Sauf que là, tu peux vraiment retirer ton argent. Viens argent, viens par ici. Genre pas des points d'expérience qui ne servent à rien du tout. De l'argent que tu peux toucher de tes mains IRL, in real life. Tu choisis une offre, par exemple un jeu mobile, tu le télécharges, tu avances dans le jeu et Freecash te rémunère en fonction de ta progression. Important d'ailleurs, pense à activer le tracking, sinon tu vas jouer gratuitement. Et là, franchement, c'est dommage. Ce que j'aime bien, c'est que tu as plein d'options pour récupérer ton argent, PayPal, carte cadeau Amazon, tu prends ce qui t'arrange. Et surtout, tu peux retirer des 25 €, donc pas besoin d'attendre des semaines pour voir la couleur. Et niveau crédibilité, ils ont une note de 4,7 étoiles sur Trustpilot. Donc clairement, on n'est pas sur une arnaque obscure. Là, par exemple, j'ai lancé une offre de jeu mobile, j'y joue tranquille pendant que je regarde une série, et en parallèle, je vois mon solde monter. C'est littéralement du multitâche rentable. Et si jamais t'es du genre à partager des bons plans, Freecash a aussi un système de parrainage, donc plus tu invites de gens, plus tu peux gagner. C'est le petit bonus en plus. Bref, c'est le genre de truc parfait si tu veux rentabiliser les moments où tu fais déjà rien de très productif, genre transport, salle d'attente, ou juste quand t'as la flemme de réfléchir à la vie. Inscris-toi sur Freecash pour commencer à gagner de l'argent dès maintenant en utilisant mon lien dans la description, le commentaire épinglé ou le QR code qui s'affiche à l'écran. Et c'est parti pour l'affaire de ce soir. L'affaire de ce soir nous emmène à Aurora, dans la banlieue de Denver, dans le Colorado. On est le 6 mars 2023, Angela Craig, comme tous les matins, elle commence sa journée en buvant un petit smoothie protéiné, gentiment préparé par son mari, avant de commencer sa séance de sport. Mais très vite, Angela, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle se sent bizarre, elle est soudainement fatiguée, elle se sent molle. Elle envoie un message à son mari, James, pour lui faire part de ses symptômes. Quelques heures plus tard, alors qu'elle ne se sent toujours pas mieux, son mari décide de l'emmener à l'hôpital. Les médecins vont lui faire passer plusieurs examens, IRM, prise de sang, scanner, mais on ne trouve rien d'anormal, et donc on renvoie Angela chez elle, et elle reprend sa vie. Mais 3 jours plus tard, le 9 mars, après avoir bu son smoothie quotidien, ses enfants la trouvent évanouie sur le canapé. Elle retourne donc à l'hôpital. Cette fois-ci, ses symptômes sont plus graves, et donc elle est admise. Sa tension artérielle est extrêmement basse, et elle dit même à son mari qu'elle a l'impression d'avoir été droguée. Les médecins vont faire une nouvelle batterie de tests, mais ils ne trouvent toujours pas la raison de cet état. Ils vont garder Angela quelques jours avant de la renvoyer chez elle une nouvelle fois, le 14 mars. Et la pauvre Angela, elle sait bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle va rechercher ses symptômes sur internet, elle en parle à des amis, elle pense peut-être avoir du diabète ou un problème au cœur. Le lendemain, donc le 15 mars, Angela est encore de retour à l'hôpital. Mais cette fois, elle n'en reviendra pas. À 11h du matin, elle prend des médicaments prescrits pour sa sinusite. 20 minutes plus tard, elle se sent très mal. Elle est emmenée à l'hôpital, cette fois par son frère, Mark Prey. Et Mark s'est rendu dans le Colorado exprès pour prendre soin d'elle. Son mari va la rejoindre peu de temps après. Son état, il a l'air de se stabiliser, mais pourtant, à 14h, elle va être prise d'une convulsion et son état décline à un rythme incroyable, à tel point qu'elle va être placée sous assistance respiratoire. Le 18 mars à 16h30, elle est déclarée en état de mort cérébrale. Au moment du drame, James et Angela sont mariés depuis 23 ans. Ils se rencontrent à l'université, ils se marient en 2001, alors qu'ils sont tous les deux dans la vingtaine. Ils sont tous les deux originaires du Kansas et ils choisissent de s'installer dans le Colorado pour fonder leur famille. Et ensemble, ils auront 6 enfants, 5 filles et un garçon, et les enfants sont âgés de 8 à 20 ans au moment du drame. La famille est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom de l'Église mormone. Sur les photos de famille, les nombreuses photos qu'ils postent sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils sont tous complices, soudés. C'est une famille très souriante, très heureuse a priori. Angela Craig, elle a 43 ans au moment où le drame arrive. C'est la cadette d'une fratrie de 10 enfants, et c'est une femme active, en pleine santé. Elle fait du yoga, elle fait du pilates, elle fait du vélo d'appartement. Angela, elle est très proche de
de tous ses frères et sœurs malgré la distance. Ils communiquent régulièrement ensemble grâce à un groupe WhatsApp familial. Et c'est justement un de ses frères, Mark, qui fait le déplacement depuis l'Utah quand il apprend que sa sœur est très malade, et donc il vient pour l'aider elle et aussi sa famille. Angela, elle est aussi passionnée de généalogie, et d'ailleurs elle revient tout juste d'une conférence sur le sujet, conférence à laquelle elle a d'ailleurs assisté avec une de ses sœurs. Angela, elle est aussi investie dans le cabinet dentaire de son mari, donc elle contribue au marketing et au développement de cette entreprise. Mais plus que tout, Angela, c'est une mère aimante. D'après ses enfants, elle n'aime rien de plus au monde que d'être maman. Et elle est très douée dans ce rôle. Ses enfants, c'est vraiment toute sa vie. Alors on ne sait pas grand-chose de son mari, James. On sait qu'il naît le 11 février 1978. Donc lui, il a 47 ans au moment du drame, au moment où il perd sa femme. Il grandit dans le Kansas, comme elle. Il fait ses études à l'université du Missouri de Kansas City, où il obtient un diplôme de dentiste. Et il obtient aussi un doctorat en chirurgie dentaire en 2006. Donc au moment des faits, James, c'est un dentiste établi, réputé dans la ville d'Aurora, où il tient son cabinet dentaire dans le Summerbrook Dental Group, donc dans la ville d'Aurora. La famille Craig, en apparence, c'est une famille nombreuse, mais unie, épanouie, et ils sont à la tête d'un cabinet dentaire florissant. Au moment de sa mort, personne ne sait encore ce qui a emporté Angela, malgré tous les tests qui seront réalisés par les médecins. Et c'est à ce moment-là que Ryan Redfern, l'associé de James, il va faire part de ses inquiétudes à une infirmière. Ryan et James, alors ils se connaissent depuis de nombreuses années, ils sont tous les deux dans la même école dentaire, et puis plus tard ils deviennent associés. La femme de Ryan, Michelle, elle est infirmière, et elle est aussi amie avec le couple Craig, donc Angela et James. Le 16 mars, quand Ryan se rend à l'hôpital pour rendre visite à Angela et la soutenir, elle et son mari James, il dit à une des infirmières de l'hôpital qu'il pense qu'Angela a été empoisonnée. Et il va surtout ajouter qu'il pense que James y est peut-être pour quelque chose, donc son mari. Le 6 mars, le premier jour où Angela est hospitalisée, une employée du groupe dentaire, Kathleen Romero, elle aperçoit une scène étonnante. Le soir, elle voit James dans une salle d'examen avec toutes les lumières éteintes, donc elle le voit faire quelque chose sur l'ordinateur qui se trouve dans cette salle. Et ça, c'est assez inhabituel puisque James, il a un ordinateur personnel dont il se sert habituellement. Environ une demi-heure plus tard, donc après avoir été témoin de cette scène inhabituelle, Kathleen, elle reçoit un message de James, message qui lui dit que un paquet va arriver pour lui dans pas très longtemps, donc un petit colis, et il lui dit qu'il ne faut surtout pas l'ouvrir. Le 13 mars, le colis en question arrive. Kathleen, au moment de l'emmener à James, elle voit que c'est un autre employé qui l'intercepte et qui l'ouvre. L'employé en question voit un pictogramme sur le produit, pictogramme qui signale que il s'agit d'un produit dangereux. Et il s'agit en effet de cyanure de potassium. Alors à ce moment-là, cette autre employée, elle sait pas trop ce que c'est, donc elle referme le paquet et puis elle le donne à James. Pourquoi elle l'a ouvert ? C'est une bonne question. Quelques jours plus tard, le 15 mars, cette employée, elle commence à se poser des questions. Et elle fait des recherches sur Internet sur les symptômes causés par le cyanure. Et c'est là qu'elle réalise que les symptômes que ressent Angela, ça correspond parfaitement. Donc elle s'empresse de prévenir Ryan et Michelle, qui sont en route pour l'hôpital. Elle leur parle du colis qu'elle a découvert, du pictogramme, de ses recherches internet, et c'est là que Ryan informe une des infirmières, et cette infirmière va appeler la police. Les médecins vont donner un antidote à Angela, mais malheureusement il est trop tard. Les analyses sanguines prélevées pendant les différentes visites qu'elle fait à l'hôpital, elles vont être analysées, analysées de nouveau. Dans le premier échantillon qu'on prélève pendant sa deuxième hospitalisation, donc le 9 mars, on ne retrouve pas de cyanure, mais de l'arsenic. Dans le deuxième échantillon, prélevé cette fois le 15 mars, on retrouve aussi de l'arsenic, mais également du cyanure. 95 nanogrammes par millilitre de sang. On trouve aussi du tétrahydrozoline, un médicament qu'on retrouve dans les collyres, donc médicament pour les yeux, et dans les sprays nasaux, et c'est un médicament qui est en vente libre. Un troisième échantillon du sang d'Angela est testé. Celui-ci, il est prélevé le 15 mars le matin et le soir, et cette fois-ci, on retrouve une concentration très forte de cyanure. Et donc les deux prélèvements qui sont faits le 15 mars, ils montrent que le niveau de cyanure dans le sang d'Angela, il a presque doublé
pendant son hospitalisation. La cause de la mort d'Angela est déterminée, dose létale de cyanure et de tétrahydrozoline. L'enquête est lancée immédiatement, les détectives vont saisir les téléphones et les ordinateurs du couple, ils vont fouiller la maison et ils vont découvrir une montagne de preuves, toutes accusant James Craig, son mari. Le 8 mars, on voit que James réalise des achats dans un supermarché King Soopers. Il se procure 12 paquets de gouttes pour les yeux dans lesquels on retrouve justement du tétrahydrozoline, ce qu'on retrouvera aussi dans le sang d'Angela. Le lendemain, il en achète 7 de plus. Et cette substance, elle sera retrouvée dans un shaker utilisé par Angela pour boire ses smoothies, donc le matin à la maison. Les détectives vont aussi fouiller l'ordinateur sur lequel l'employé a vu James faire des recherches, et on retrouve une adresse Gmail créée le 27 février 2023. Donc je te note l'adresse email à l'écran, jimandwaffles@gmail.com. Ce même jour, erreur de débutant, James fait des recherches sur Internet, et des recherches évidemment plus que suspectes. Il va chercher notamment combien de grammes d'arsenic peuvent tuer un être humain. Il cherche aussi est-ce que l'arsenic est détectable lors d'une autopsie, et je pense que les réponses ont dû le satisfaire parce que le jour même il commande de l'arsenic sur Amazon pour la modique somme de 13 $. Oui, tu peux trouver de l'arsenic sur Amazon. Alors la description, elle dit que le réel danger est d'avaler l'arsenic et ça peut être fatal. L'arsenic est livré le 4 mars, donc 2 jours avant le premier passage d'Angela à l'hôpital, et les jours qui suivent la commande d'arsenic, James continue ses recherches. Il va regarder une vidéo YouTube top 5 des poisons indétectables, et donc cette vidéo va conseiller le polonium, le mercure, le cyanure, l'arsenic et la toxine botulique. James cherche également comment fabriquer du poison ou encore top 10 des plantes les plus mortelles. Suite à ses recherches, il va également essayer d'acheter du laurier rose, donc c'est une plante très toxique, mais il ne recevra jamais ce colis parce que la commande va être interceptée par FedEx. Le 8 mars, James commande du cyanure sur Internet, et il a l'air très pressé de recevoir ce colis parce qu'il écrit dans un mail à une employée du site « J'espère que vous l'avez en stock et que je pourrai le récupérer dès demain ». Alors pour commander du cyanure, il faut quand même remplir un formulaire pour expliquer l'usage qu'on va en faire. Et James, il explique qu'il est chirurgien et qu'il a besoin de ce cyanure pour faire des recherches en vue de publier un article. Hashtag je suis un scientifique. Et tous les jours qui vont suivre, James contacte l'employé pour avoir des nouvelles de sa livraison. Le 11 mars, le colis n'est toujours pas arrivé, James s'impatiente, il envoie un mail pour se plaindre qu'il a attendu la livraison toute la journée. Un pauvre James. Le 13 mars, le cyanure arrive enfin et on connaît la suite. Le paquet est ouvert par une employée et ça éveille tout de suite les soupçons. Et je pense que tu auras remarqué, toi aussi, que James a toujours l'air d'être présent quand la santé de sa femme est en déclin. Le 6 mars et le 9 mars, donc juste avant les 2 premières visites à l'hôpital d'Angela, on sait qu'elle boit un smoothie protéiné préparé par son mari. Le 15 mars, juste avant son dernier voyage à l'hôpital, James demande au frère d'Angela de lui donner ses médicaments pour sa sinusite. Et il va même sortir les 2 pilules à lui donner pour lui faciliter le travail. 20 minutes plus tard, Angela, elle ne tient même plus debout. Ce qu'on pense qu'il s'est passé, c'est que James vide les capsules d'antibiotiques pour en réalité les remplir de cyanure. Et pour finir, le même jour, donc juste avant qu'Angela ne décline d'un seul coup, sans qu'aucun médecin ne sache pourquoi, James est seul avec sa femme dans sa chambre d'hôpital. Alors au départ, il y avait le frère d'Angela qui était aussi présent, et James finit par lui demander de les laisser un petit peu tous les deux seuls, quoi, ce qui n'est pas anormal. Et sur les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital, on voit James aller aux toilettes, il revient dans la chambre, et cette fois il a un petit objet dans les mains. 1 minute plus tard, il ressort de la chambre et il appelle les infirmières, puisque Angela est en train de convulser. James, à ce moment-là, il utilise sûrement une seringue pour administrer la dernière dose de cyanure à sa femme. En plus de toutes ces preuves qu'on a de la culpabilité de James, il y a son comportement général qui est aussi très bizarre. Par exemple, pendant une discussion à propos des symptômes d'Angela, discussion qu'il a avec Michel, ami du couple, il lui dit « Si c'était pas ma femme, ce serait une énigme assez fun à résoudre ». Juste après que l'état de santé d'Angela ne décline brusquement, James dit à un médecin qu'Angela
bah, elle veut que les médecins ils arrêtent de se battre pour sauver sa vie. Et après la mort de sa femme, quand les enfants du couple demandent qu'une autopsie soit faite, James refuse. Il dit qu'il ne veut pas satisfaire la curiosité des docteurs. Je cite, mot pour mot. Il dit que s'ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'elle avait de son vivant, bah, ils ne vont sûrement pas le trouver non plus après sa mort. Et pour finir, on a une découverte encore plus inquiétante qui est faite. Il semblerait que ce n'est pas la première fois que James drogue sa femme. Quand les symptômes commencent, Angela, elle dit à son mari par message qu'elle a l'impression d'avoir été droguée. Et James lui répond, eh ben, compte tenu de notre passé, je sais que ça doit être traumatisant pour toi, mais sache que moi je t'ai pas droguée. C'est bizarre une telle précision quand même. Et c'est la sœur d'Angela qui va nous éclaircir à ce propos. Apparemment, il y a 5-6 ans, James drogue sa femme Angela parce qu'il prévoit de s'enfermer dans la salle de bain pour se dévivanter. Et la raison pour laquelle il la drogue à ce moment-là, c'est parce qu'il ne veut pas qu'elle le trouve et qu'elle essaie de le sauver. Le 18 mars, donc le jour où Angela est officiellement déclarée morte, un mandat d'arrêt contre James est émis pour meurtre au premier degré, avec préméditation. Il est arrêté le lendemain, le 19 mars, et sa caution est fixée à 10 millions de dollars. Mais James, il ne s'arrête pas là. Pendant son séjour en prison, 5 chefs d'accusation seront ajoutés au dossier de James, dont 2 pour sollicitation à commettre une parjure, 2 tentatives d'altération de preuves et une sollicitation en vue de commettre un meurtre au premier degré. Oui, tu as bien entendu. Pendant son incarcération, James va contacter une de ses filles, une adolescente. C'est la plus grande qui vit encore à la maison. Enfin, c'est pas la plus grande de toute la fratrie, mais c'est la plus grande de ceux qui sont encore à la maison. Il va lui demander de faire libérer un autre détenu. Donc il lui dit, voilà, paye la caution de ce mec-là. Apparemment, cet homme aurait des informations très importantes. Mais il précise à sa fille qu'elle ne doit surtout en parler à personne. Sa fille, bon, elle est un peu perdue, elle obéit, mais elle va prévenir quand même son frère et son oncle. Le détenu va donner une lettre à la fille de James, lettre qui est écrite par James. Et dans cette lettre, il lui demande de créer un deepfake. Donc c'est une vidéo où on est censé voir Angela en train de pleurer et en train de demander à James de commander toutes ses drogues. La lettre, elle décrit le processus à suivre étape par étape. Il dit à sa fille qu'il faut acheter un ordinateur, qu'ensuite il faut le détruire après la réalisation de la vidéo. Il explique que la vidéo, elle doit être datée au 27 février, et c'est le jour où en fait lui commence à faire ses recherches de poison sur internet. Et histoire d'étoffer un peu plus son dossier, James se dit que il lui manque des témoins. Et donc il va avoir la merveilleuse idée de demander à son co-détenu de l'époque, Nathaniel Harris, de l'aider à trouver des faux témoins. James écrit une lettre et il demande à Nathaniel d'envoyer cette lettre à son ex-femme, Cassiani. Alors c'est l'ex-femme de Nathaniel, c'est pas l'ex-femme de James. Et dans cette lettre, il demande à l'ex-femme de son ex-co-détenu, il lui demande pour la somme de 20 000 $ de jouer le rôle de témoin pendant son procès. Donc il lui dit de faire semblant d'être une amie d'Angela et de dire que Angela, elle s'était confiée à elle lui avait dit qu'elle voulait se donner la mort, voilà. Dans la lettre, James dit aussi à Cassiani qu'elle doit dire qu'elle a parlé avec la détective qui s'occupe de l'affaire, donc Bobby Olson, mais qu'elle ne l'a pas cru et elle lui aurait même dit de ne parler de ça à personne. À travers cette même lettre, James propose un deuxième rôle de témoin que cette fois-ci Cassiani doit proposer à sa sœur à elle, et elle doit également jouer le rôle de l'amie d'Angela, et il demande aussi un troisième faux témoin pour corroborer leur dire. Et enfin, un quatrième faux témoin doit jouer cette fois-ci le rôle d'une amie de Caitlin. Donc Caitlin, c'est l'employée qui trouve le paquet de cyanure. Et ce quatrième faux témoin doit dire qu'elle a entendu Caitlin dire qu'elle a falsifié des preuves, qu'elle a elle-même commandé le cyanure pour Angela. C'est quand même hyper tordu comme système. James demande également à ce co-détenu, Nathaniel, de s'occuper de Bobby Olson, la détective en chef. En gros, trouve quelqu'un pour la tuer. À un autre co-détenu qui s'appelle Bohanones, alors je sais pas si c'est son nom de famille ou son prénom, mais un autre co-détenu qui s'appelle Bohanones, James va demander cette fois d'écrire un faux journal intime qui aurait appartenu à Angela. Il lui explique d'écrire que Angela ne va pas bien, je m'appelle Angela, je ne vais pas bien, signé Bohanones. Il faut aussi qu'il écrive que j'ai des tendances de dévivantation, j'ai envie de me dévivanter, etc., etc. James va procurer à cet autre co-détenu une carte de la maison avec les endroits où il ne sera pas filmé par les caméras et lui dit « Va cacher cette fausse preuve dans ma maison ». Donc c'est gentil, il lui a fait un plan et tout. Toutes ces preuves, toutes ces lettres de demande de témoins, de tentatives de soudament, tout ça, ça nous montre clairement à quel type de personnage on a affaire. Par contre, on sait toujours pas pourquoi James
Il voulait tuer sa femme. Eh ben laisse-moi te donner le mobile de ce meurtre. On apprend qu'en plus d'être un tueur, James est un trompeur. Je sais pas si on dit comme ça, mais... En février 2023, environ un mois avant la mort de sa femme, alors que James est à une conférence à Las Vegas, il fait la rencontre de Karine Kern, une orthodontiste qui est originaire du Texas. Alors Karine, elle est en instance de divorce, elle est séparée de son mari depuis environ 1 an, et donc elle entame une relation amoureuse avec James pendant leur séjour à Las Vegas. Et ils décident de se revoir après leur retour dans leur domicile respectif. Le 27 février, Karine réserve des billets d'avion pour venir voir James à Denver. Au total, ils vont s'échanger à peu près 4000 messages entre le moment de leur rencontre en février et jusqu'en mars, la mort d'Angela. Et certains des messages qu'ils s'échangent sont plus que dérangeants quand on connaît la suite des événements. Dans l'un de ces messages, par exemple, James dit à Karine « Je t'aime aussi, je suis content qu'Angela parte demain, on n'aura pas à se parler pendant un moment. Peut-être qu'elle décidera de rester longtemps, ça rendrait ma vie bien plus facile. » Alors en fait, il fait référence à une conférence à laquelle Angela doit assister, conférence qui a lieu dans l'Utah, et elle doit y aller avec sa sœur. Mais ça, c'est juste avant que son état de santé ne se dégrade. Karine, elle prévoit de se rendre à Denver entre le 16 et le 20 mars. Et donc James la tient au courant de l'état de santé de sa femme. Un jour, il lui écrit « Je suis content qu'il la garde à l'hôpital ce soir, comme ça, j'aurai une soirée où je n'aurai pas besoin de m'occuper d'elle. » Sympa le mari. Ta femme, elle est juste en train de mourir à l'hôpital, hein. Mais bon, après tu me diras, c'est lui qui l'a mise là. Hein. Dans un autre message, James dit à Karine que Angela est frustrée. Elle sait pas trop ce qui lui arrive, elle pense que c'est lui qui est en train de lui faire ça. Et il va dire à Karine « Alors juste pour être clair, je ne te droguerai jamais. Bon, si c'est jamais quelque chose qui t'inquiétait. » Fin de citation. C'est quand même une drôle de précision. Le 15 mars, James envoie une photo de sa femme inconsciente, intubée, et il demande dans le même message, donc à Karine, son amante, si elle compte toujours venir le voir le lendemain. Le lendemain, Karine arrive à Denver, donc le 17 mars, pendant que Angela est en état de mort cérébrale à l'hôpital. James et Karine se retrouvent à l'hôtel et ils ont des relations sexuelles. Alors d'après le témoignage de Karine et d'après ce qu'on voit dans les messages qu'elle échange avec James, apparemment elle est plus victime dans cette histoire que complice. James, il lui explique qu'il est en instance de divorce quand il la rencontre, il lui dit qu'il n'habite plus avec sa femme, il dit même qu'il a pris son propre appartement. Donc elle a vraiment l'air de penser que en fait elle et James ils s'aiment vraiment, qu'ils vont construire un avenir ensemble, et évidemment quand elle se rend compte que c'est lui le principal suspect dans la mort de sa femme, depuis la prison il lui envoie des lettres et elle ne répondra plus du tout, sauf une seule fois, justement pour lui dire wesh, arrête de m'écrire. Elle a pas dit wesh, mais on l'a entendu. Karine, c'est pas la seule femme avec qui James trompe Angela. On va découvrir qu'il y a 3 autres maîtresses, et elles aussi vont témoigner au procès. Alors toutes ces personnes sont rencontrées sur le même site internet, seeking.com, et il utilise l'adresse gmail.com. C'est la même adresse email qu'il utilise pour commander du poison, pour tuer sa femme. Les relations que James il a avec ses autres femmes, elles sont toutes semblables. Toutes ces femmes vont témoigner que James, en fait, il leur donnait des sommes d'argent assez conséquentes, et il va même acheter une voiture à la fille de l'une d'entre elles. Bon, c'était un petit peu le sugar daddy de certaines meufs sur seeking.com, quoi. Ces femmes vont témoigner qu'elles parlaient encore à James en début d'année 2023, et l'une d'entre elles raconte une anecdote assez perturbante. Un jour, ils sont en train de discuter du film La Purge, et ils se posent la question tu ferais quoi, toi, si un jour tu pouvais tuer n'importe qui sans conséquence? Bon, c'est le principe du film La Purge. Et James répond qu'il purgerait sa femme de la réalité. Ça va pas le mari. La lecture du journal intime et le témoignage d'une amie d'Angela, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre qu'en réalité, c'était pas la première fois que James trompait sa femme. C'était même plutôt une habitude tout au long de leur mariage. Et Angela, elle était au courant de ces nombreuses tromperies. James, en réalité, il voulait se débarrasser de sa femme et de son mariage sans ternir son image avec un divorce. Il préférait tout simplement attirer la sympathie en tant que veuf endeuillé. Il y a un deuxième mobile qui sera avancé par l'accusation, et là, cette fois, c'est un mobile financier. Alors les affaires, apparemment, le cabinet de dentiste, ça marche pas aussi bien que ce que James essaie de faire croire. Il dépose le bilan en 2021 et il est de nouveau au bord de la faillite, d'après son associé Ryan. Les assurances-vie de sa femme, oui, parce qu'elle a des assurances-vie, madame, elles s'élèvent à un total de 4 millions
de dollars. Donc t'imagines bien que pour James, ça aurait été très utile d'avoir accès à cette somme. Le procès de James Craig pour le meurtre de sa femme commence le 15 juillet 2025 et il va durer à peu près 2 semaines. L'accusation va appeler près de 50 témoins à la barre, la défense, 0. Malgré toutes les preuves et tous les témoignages contre lui, James, il plaide non coupable. Le culot! Je me prépare pour la partie procès. Alors la défense, les avocats de James, voilà ce qu'ils vont nous expliquer. Merci, c'est trop sympa au passage de nous expliquer comment la vie ça fonctionne. Donc ils expliquent que les amourettes extra-conjugales, c'est pas un mobile de meurtre, hein. Il trompe sa femme depuis le début de leur mariage. Une défense qui commence comme ça, bref. On continue. Donc il nous explique que voilà, depuis le début du mariage, il trompe sa femme, depuis le début, c'est un tarbat. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, il aurait voulu la tuer? Première stratégie de défense de James, c'est que il trompe sa femme depuis le début, hein, donc c'est pas un vrai mobile. Et puis là, ils vont commencer à s'en prendre à la victime. C'est fort élégant, tu le remarqueras. Hein. D'après eux, c'est Angela, la manipulatrice. Elle voulait de l'attention, elle n'allait pas bien, elle voulait vraiment se dévivanter. Et les tromperies incessantes de son mari, elle l'aurait poussé à vouloir quitter ce monde. T'as vu le retournement de situation? C'est quand même un truc de ouf. James raconte qu'Angela, elle avait des envies de dévivantation depuis un long moment déjà. Et plusieurs fois, il a dû la réanimer au cours de ces derniers mois. Étonnamment, personne n'est au courant de ces événements. Jamais il a emmené sa femme voir le médecin, ou même un psy ou quoi, après ces épisodes. Dans une note qu'on va retrouver dans l'iPhone de James, il raconte comment se déroulent les événements, ou plutôt comment il va expliquer aux enquêteurs ce qu'il s'est passé. Je te lis son scénario. Angela voulait mourir et voulait que James l'aide, alors elle lui aurait demandé de se procurer les substances nécessaires. James lui a dit qu'il voulait bien préparer les dosages, mais que par contre, il ne les lui administrerait pas, qu'elle devrait le faire toute seule. Et donc il raconte ensuite que le 6 mars, elle commence par essayer les gouttes pour les yeux, la tétrahydrozoline, et c'est ça qui lui aurait valu la première visite à l'hôpital. Mais bon, elle n'a pas dû bien utiliser les gouttes, ou alors James s'est trompé dans le dosage puisque ça ne marche pas. Quelques jours plus tard, Angela essaye l'arsenic, si gentiment et amoureusement commandé par son mari sur internet. Elle demande à James de le mettre dans son smoothie pour pas qu'elle sente le goût en fait. Une fois à l'hôpital, James ne dit rien au médecin parce que c'est Angela qui ne veut pas. Très bien ficelé ce scénario. Elle lui demande ensuite de faire des recherches sur les poisons les plus efficaces, sur les dosages nécessaires. Encore une fois, retournement de situation. C'est lui qui fait des recherches tout seul, mais il met ça sur le dos de sa femme morte. C'est elle qui m'a demandé de faire des recherches. James obéit, il s'exécute pour sa femme qu'il aime tellement et qu'il n'a jamais trompé depuis le début de leur mariage. Hein. Et c'est comme ça qu'il trouve le cyanure. Angela lui dit à la prochaine fois qu'elle veut essayer le cyanure. Elle demande à James de lui acheter des médicaments pour sinusite et de remplir une douzaine de capsules avec du cyanure. La technique de c'est elle qui m'a fait faire ça. Ok. Une fois à l'hôpital le 15 mars, il semble qu'Angela, elle va s'en sortir. Et là, pendant que personne n'est autour, elle lui dit vas-y, termine le travail dans la chambre d'hôpital, soi-disant. Sur les 50 témoins qui sont interrogés pendant le procès, que ce soit des membres de la famille, des amis d'Angela, ou même le personnel médical, personne ne s'accorde à dire qu'Angela voulait s'enlever la vie. Et au contraire même, ils la décrivent tous comme quelqu'un qui est plein de vie, qui a plein de projets, et qui aime tellement ses enfants que impossible elle ait pensé à faire ça. Alors quand il est question des projets qu'elle a, Angela, par exemple, elle avait l'intention de construire une maison avec sa plus grande fille. Donc aucune mention de dévivantation n'est retrouvée dans son journal intime ou où que ce soit d'autre dans sa vie. Et puis si Angela, elle voulait tellement mourir, pourquoi aller à l'hôpital à 3 reprises pour demander de l'aide? Pourquoi chercher ses symptômes sur internet? Pourquoi chercher la cause de tous ces maux? Et pourquoi choisir une mort si longue et si douloureuse surtout? Si James ne faisait en effet qu'obéir à sa femme à contre-cœur, pourquoi est-ce qu'il était si pressé que le cyanure il arrive? Et puis toutes les actions là qu'il a fait en prison, les lettres, les demandes de témoins, les soudoiements, machin, c'est juste des mauvaises décisions qu'il a prises parce qu'il était désespéré et persécuté par la police, pauvre James. Il dit qu'il avait peur, miskin. Cette défense, plus que bancale, elle va pas du tout convaincre le jury. Il leur faudra moins d'1 jour de délibération pour reconnaître James coupable du meurtre de sa femme au 1er degré. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 33 ans, un petit bonus, voilà, comme ça. La famille d'Angela se dit ravie de la peine reçue. Alors comme l'a si bien dit l'accusation, James Craig passe 10 jours
a tué sa femme. Pendant 10 longs jours, il fait semblant d'être à ses côtés, il fait semblant de chercher la cause de ses symptômes. Angela, elle se confie à lui, elle lui confie son désarroi face à ses problèmes de santé, face au fait que elle en ignorait la cause. Puis ça doit être très flippant quand tu commences à ressentir des choses physiquement que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tu te dis, oh, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, t'es dans le doute, t'es dans la souffrance physique, dans la douleur émotionnelle aussi. Ça a dû juste être insupportable pour elle d'être dans cet état, dans ces derniers jours de vie. Et pendant ce temps-là, monsieur est tranquillement en train de chercher sur son ordinateur quel est le meilleur poison pour achever ma femme sans laisser de traces et continuer mes petites amourettes avec mes 4 millions de dollars. En plus d'être un assassin, James trahit ses 6 enfants. Et on termine sur cette phrase que va dire une des filles de James pendant le procès. J'étais censé pouvoir faire confiance à mon père, il était censé être mon héros, et au lieu de ça, il sera toujours le méchant dans mon histoire. Et ça me fait mal tous les jours. Voilà, on termine sur cette note d'une tristesse incroyable. 6 enfants. Sa femme, quoi. Pourquoi il est resté avec elle aussi longtemps? À quel moment il a souscrit l'assurance vie? J'ai encore plein de questions sur cette affaire. C'est tout pour moi. Je pense qu'on termine quand même sur une note positive. Le fait de savoir qu'il restera en prison jusqu'à la fin de ses jours, ça reste satisfaisant. Petit rappel rapide avant de finir la vidéo, Freecash te permet de gagner de l'argent en jouant à des jeux ou en complétant des tâches simples, avec retrait des 25 € via PayPal ou autre. Si tu veux tester, inscris-toi via mon lien en description ou le QR code à l'écran pour récupérer ton bonus de 10 € dès ta première offre. Et viens me dire combien tu as réussi à te faire, je suis curieuse. Et voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.